Apprendre du Grand Genève. Les démarches de prospective territoriale se multiplient partout, avec de nombreux territoires qui essaient d'imaginer à quoi demain ressemblera. Et ce n'est pas une tâche facile. D'abord parce que l'avenir est rempli d'incertitudes, mais surtout parce que la prospective est un jeu collectif. Il faut donc s'accorder sur une vision commune. S'imaginer les futurs possibles est déjà complexe en soi, alors imaginez la difficulté du Grand Genève, ce territoire à cheval entre la France et la Suisse, à mener cet exercice. Il fallait réussir à faire dialoguer des institutions de deux pays différents qui n'ont non seulement pas les mêmes visions, mais aussi des modes de fonctionnement très différents. Et pourtant, ils ont réussi. Aujourd'hui, je rencontre Ariane Widmer, urbaniste cantonale du canton de Genève, et Charlotte Le Gouic, responsable aménagement du territoire du pôle métropolitain du Genevois français. Dans cet épisode, Ariane et Charlotte nous racontent le projet de vision territoriale transfrontalière mené par le Grand Genève. L'occasion de nous rappeler l'importance des démarches de prospective comme outil de dialogue, mais surtout comme processus de transformation collectif et individuel. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Ariane Widmer, Charlotte Le Gouic, bonjour. Bonjour. Alors Ariane, vous êtes urbaniste cantonale du canton de Genève et Charlotte, vous êtes responsable aménagement du territoire, du pôle métropolitain du Genevois français. On est là pour parler d'un document, d'une réflexion, d'un processus assez long de réflexion territoriale, c'est pas tout à fait de la planification. Bref, on va parler de la vision territoriale transfrontalière 2050 du Grand Genève. Alors, ça fait déjà plein d'institutions, plein de périmètres, des documents, etc. On va essayer de s'orienter dans tout ça. C'est pas compliqué en soi, mais c'est assez original. Et il y a certainement beaucoup d'apprentissage à en tirer pour d'autres territoires, pour d'autres démarches qui sont à la fois sur de la stratégie territoriale, de la planification et ici de la prospective. Peut-être qu'on pourrait commencer par dire ce qu'est le Grand Genève. Je ne connais pas d'ailleurs le Grand Genève. Le Grand Genève, c'est quoi? Peut-être Charlotte pour commencer? Oui, bonjour. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est que le Grand Genève? Le Grand Genève, c'est avant tout un bassin de vie qui est transfrontalier puisqu'il s'étend à la fois sur des départements français, l'Ain et la Haute-Savoie. Il s'étend aussi sur des cantons suisses, le canton de Genève et le canton de Vaud. Et c'est finalement ce territoire, ce bassin de vie organisé institutionnellement aussi autour du lac Léman, donc aux confins entre la région Auvergne-Rhône-Alpes d'une part et ce qui depuis Berne apparaît comme le bout de la Suisse. Le Grand Genève, il a été organisé et se structure institutionnellement au départ pour parler de coopération, pour mettre en œuvre des logiques aussi de discussion, de dialogue et de réponse à des enjeux, des problèmes communs. Donc, il réunit 8 partenaires, 4 sur la partie française, 4 sur la partie suisse.
Et ces 8 partenaires, réunis donc institutionnellement pardon, dans un groupement local de coopération, transfrontalière sont, le département de l'Ain et de la Haute-Savoie que j'ai déjà mentionné, le pôle métropolitain du Genevois français, donc pour lequel, je travaille, qui regroupe, 8 intercommunalités côté française, la région que j'ai également mentionnée et puis sur la partie suisse, le canton de Genève, la ville de Genève également, le canton de Vaud et la région de Lyon qui est, pour des auditeurs qui ne seraient pas rompus, aux spécificités de l'aménagement du territoire en Suisse, une espèce d'intercommunalité à la sauce, suisse, à la sauce vaudoise. Alors, donc, beaucoup d'institutions, un territoire, une géographie, avec voilà, ce caractère transfrontalier hein, qui voilà, amène des complexités, on va le voir, qui oblige aussi à inventer des choses. Mais bassin de vie, tu le disais, Charlotte, peut-être, Ariane, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments, parce que c'est pas n'importe quel bassin de vie aussi. C'est un territoire qui est hyper actif, hyper attractif, qui vit une croissance extrêmement importante. Alors, Exactement, ouais. Donc est-ce actuellement, qu'on il peut y avoir a, cette image-là, voilà. voilà, donc aujourd'hui, on est environ 1 million d'habitants qui habitent ce bassin de vie, comme on l'appelle. Et effectivement, la croissance est forte, la dynamique de croissance est forte, notamment en raison de l'attrait économique de cette région. Et puis, selon les différents scénarios des statistiques, on peut s'attendre à une croissance qui pourrait aller jusqu'à 400 000 nouveaux habitants à l'horizon 2050. Voilà, donc c'est le scénario maximum. Donc, quelque part, on oscille entre un chiffre qui va de 200 000 à 400 000 à peu près. Et puis, effectivement, donc, cette croissance, elle est due je dirais, à une dynamique économique qui est très forte. Cette dynamique économique, elle n'est pas nouvelle, puisqu'en fait, historiquement, et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, Genève est suisse depuis maintenant 200 ans, mais avant d'être suisse, en fait, Genève était déjà là avec son bassin de vie, les pôles qui ont toujours interagi entre eux dans cette région. Donc, une longue histoire. Et puis, peut-être à mentionner aussi un point qui me paraît très important et dont découle peut-être aussi, disons, qui a induit aussi cette dynamique, c'est la magnifique topographie de ce lieu, la beauté tout simplement de ce lieu qui se trouve, voilà, on l'a dit, il y a le lac Léman, il y a ce plan d'eau, il y a le Rhône, il y a l'Arve, il y a le Jura d'un côté, le Salève, le dernier pli du Jura, et ensuite derrière le majestueux Mont Blanc pris dans le massif alpin. Donc c'est un endroit très particulier aussi géographiquement, c'est un point de passage, ça a été toujours un point de passage, un endroit de transit, mais aussi un endroit de refuge pour, voilà, durant les siècles. Alors, ça fait beaucoup de qualités, mais n'étant pas en charge de l'attractivité ni du tourisme du territoire, je vais rajouter le lac aussi dans les beautés et les points d'attractivité. Mais on voit bien une croissance importante, une dynamique économique importante, mais une topographie, des contraintes géographiques aussi à l'aménagement. Le caractère transfrontalier, le fait qu'on a une forme de polarisation entre les emplois en Suisse et progressivement de plus en plus de logements du côté français, et donc des mobilités quotidiennes, des enjeux de décarbonation, etc. etc. Voilà, c'est pas un territoire sans contraintes géographiques, et pour autant, comment encaisser une telle dynamique? Il y a des questions. Il y a beaucoup de questions au démarrage d'une... alors je veux dire réflexion, mais vous prendrez vos mots justement. Mais j'aimerais bien qu'on vienne qualifier ce processus qui s'est achevé fin 2024 hein, avec un document, un rapport final. Hein, ce document qui s'appelle Vision territoriale transfrontalière 2050. On parle bien de ce territoire du Grand Genève. C'est bien porté par cette coopération institutionnelle transfrontalière. Mais c'est pas tout à fait un document de planification. Hein. C'est pas côté français un SCOT ou un PLU. Voilà, c'est pas le droit du sol qui est là. C'est une vision au sens de vision politique sans doute. Est-ce qu'on peut venir un peu qualifier ce qu'est ce processus et ce document? Enfin, si c'est possible d'ailleurs. Charlotte. Oui, alors peut-être pour resituer un peu l'élaboration de cette vision dans la
dans son contexte, moi, j'aime à dire déjà que c'est vraiment un travail d'élaboration d'une vision et que c'est pas simplement une démarche méthodologique et que, l'ambition finalement, elle était, bien de se doter en commun d'une vision partagée. Parce qu'on constate qu'effectivement, on a des enjeux, des problématiques. Tu mentionnais, la réalité d'un territoire qui est aussi, un territoire, singulier. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. On n'a pas la même monnaie, on n'a pas les mêmes niveaux de vie et donc effectivement, ça vient rajouter, des enjeux et des défis, à l'aménagement du territoire. Hem et on travaille, de longue date, à l'échelle de ce bassin de vie ensemble. On travaille aussi, de longue date à l'élaboration de nos propres, documents de planification et je pense qu'Ariane pourra compléter puisque, le canton de Genève réfléchissait, avait besoin, d'engager les réflexions autour de la révision de son plan directeur cantonal, grosso modo, l'échelle Scott PLU, Genevoise, et le pôle métropolitain de son côté, heu, réfléchissait aussi à l'élaboration d'un SCOT sur un périmètre plus large que celui que ceux qui sont actuellement présents dans le territoire. Je laisserai Ariane compléter peut-être sur les premières réflexions autour de la VTT, de la vision, mais l'idée c'était ça aussi et puis, il faut savoir que dans ce territoire, on a une tradition de faire des projets en commun puisqu'on a, déjà travaillé, depuis, 2006-2007 notamment, par le biais d'un dispositif de la confédération, à un certain nombre de mesures en matière de mobilité, des tramways, les Mois Express, donc notre réseau, transfrontalier, de RER, des tramways, des pistes cyclables et cetera. Donc on a quand même des habitudes de travail en commun. Ariane, je te laisse compléter peut-être sur la feuille de route du canton? Tout à fait. Donc, effectivement, les cantons suisses ont des plans directeurs cantonaux qui sont des documents encore qui touchent pas le droit du sol, mais qui sont des documents qui lient les autorités entre elles. Et puis, ces documents, effectivement, se révisent tous les 10 à 15 ans. Et donc, dans ce sens-là, pour le canton de Genève et le canton de Vaud, d'ailleurs aussi, la vision territoriale, c'est vraiment un document stratégique qui va devenir, enfin, qui a une valeur de référence aujourd'hui, si j'ose dire, pour toutes les planifications qui vont suivre. Donc, l'idée avec disons, la vision territoriale transfrontalière, c'est effectivement de se projeter au-delà de l'horizon actuel de la planification qui est 2030-2040, donc on va à 2050. On est, disons, si je prends pour la partie suisse, la plupart des cantons et des régions suisses aujourd'hui se dotent de stratégies à l'horizon 2050. Donc on est, disons, pour la partie suisse, on est un peu dans le trend de ce qui se fait par ailleurs. Donc on est bien sur un travail de coopération, qui est un travail politique, hein, qui est un travail prospectif, qui se fait en amont de documents de planification, où chacun, quelque part, va en tirer ce qu'il peut à son niveau. L'idée étant bel et bien de clarifier finalement des enjeux, clarifier des caps communs, etc., dans un contexte particulier, hein, c'est-à-dire qu'on est à la fois post-Covid, sur le démarrage de la réflexion. On est aussi, tu le citais Charlotte, après l'ouverture du Léman Express, qu'on va appeler un RER métropolitain pour simplifier les choses, alors qu'il y a un projet assez long, hein, 120 ans je crois, entre les premières idées et la réalisation, voilà, mais qui a un effet extrêmement important, c'est-à-dire il vient démontrer aussi qu'une infrastructure de transport lourd peut fonctionner et peut avoir des effets sur le réel de façon extrêmement rapide. Et c'est des éléments qui structurent aussi la pensée technique et la pensée politique. Donc c'est un travail qui démarre en 2022, hein, c'est 2-3 ans de travail je pense intensif, hein, avec des équipes mobilisées que j'ai suivies au fur et à mesure. Oui, peut-être pour préciser les contours de ce qu'est alors VTT, on a utilisé un acronyme, hein, il faut, sinon on n'est pas entre nous, de la vision territoriale transfrontalière, pardon. Charlotte, tu voulais rajouter un truc? Ouais. Ouais, je voulais rajouter aussi que cette vision territoriale transfrontalière, elle est arrivée à un moment où les 8 partenaires du Grand Genève avaient, établi ensemble leur ambition pour la transition écologique du territoire. Et donc, cette ambition pour la vision,
pour la vision, cette ambition, pardon, pour la transition écologique du territoire, elle a été matérialisée par une charte d'engagement politique qui a été signée par l'ensemble des 8 partenaires du Grand Genève, qui fixe un certain nombre d'objectifs à atteindre à l'horizon 2050, qui sont évidemment conformes aux accords de Paris et puis aux différentes stratégies ou lois à l'échelle nationale en France et en Suisse, et qui fixaient des indicateurs aussi de résultats pour l'atteinte de ces objectifs, avec à la fois des objectifs environnementaux, mais aussi des objectifs sociétaux. Et finalement, la vision territoriale transfrontalière, c'était aussi l'occasion de répondre à la question, mais finalement, comment l'aménagement du territoire, notre façon de faire de l'aménagement du territoire, peut être re-questionné, peut être retravaillé pour engager véritablement la transition écologique. Comment l'aménagement du territoire de demain doit contribuer plus efficacement, plus fortement à cette transition écologique. Alors, l'aménagement du territoire ne pourra pas tout faire, et ça, c'est un des sujets sur lesquels on a pu achoper aussi pendant la démarche. Mais c'était vraiment ça aussi l'ambition de la vision territoriale transfrontalière au départ, c'est de se dire comment on re-questionne nos pratiques, comment on re-questionne notre vision, comment on construit une nouvelle vision de ce territoire à 2050 pour qu'il soit contributif finalement à la transition écologique. Oui, on verra. Avec une équation, on pose une équation pas simple. Donc, il y a un cap politique qui est fixé, c'est-à-dire à la fois une forte croissance, mais une volonté de décarbonation. 2050, c'est zéro, avec des enjeux sur les mobilités importantes et un respect notamment des sols. Donc, une forme de somme de contraintes avec la question dès le début, c'est-à-dire est-ce que l'ensemble de l'équation tient dans ces termes, mais je pense qu'on en reparlera, Ariane. Voilà, disons, est-ce que cette adéquation, est-ce qu'elle tient? Disons, c'était effectivement ça la question de base, et peut-être on glisse avec cet aspect-là presque déjà dans la méthode de Oui, mais je veux bien qu'on y vienne. Ouais, voilà, très exactement. Bien. Donc, ce qui nous paraissait essentiel, et je pense que c'était un des points fixes au moment où on a affiné, disons, le déroulement, la méthode de travail, c'est qu'on était, je pense, tous convaincus de l'absolue nécessité d'avoir une première phase très explorative. Les conditions cadres étaient tellement différentes, me semble-t-il, que dans les planifications menées jusqu'à présent, qu'elles nous obligeaient en quelque sorte d'ouvrir des champs dans lesquels peut-être on n'avait pas été jusqu'à présent. Et donc, cette phase explorative, c'est qu'on parle donc effectivement, le processus a duré 2 ans, et 1 an sur ces 2 ans a été vraiment consacré à ce qu'on appelait la démarche PACA, c'est-à-dire c'est une démarche où on a travaillé avec 4 équipes internationales pluridisciplinaires qui chacune finalement s'est intéressée à une partie du territoire. Donc on avait 4 grands secteurs. Et à l'intérieur de ce périmètre, essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait répondre à la question que Charlotte résumait tout à l'heure, c'est-à-dire et atteindre la neutralité carbone et réussir à accueillir encore une croissance dans ce territoire. Et je dirais que c'est à partir de cette première phase exploratoire que, ensuite, durant la 2e année, c'est progressivement consolidé le projet de la vision territoriale tel qu'on le trouve aujourd'hui dans le rapport final. Donc l'idée, c'était vraiment de nous projeter en avant, en quelque sorte, de comprendre aussi comment, parce qu'on disposait déjà d'une vision et on n'a pas tout jeté, mais on voyait bien que le cap qu'on avait jusqu'à présent était probablement plus tout à fait le bon. Donc, c'est comment finalement réorienter notre manière de voir le développement de ce territoire, et puis finalement de refonder une vision, d'essayer de comprendre quel était finalement le récit de cette nouvelle vision, comment est-ce qu'on peut la raconter, en quoi est-ce qu'elle consiste. C'est vraiment un virage important. Enfin, moi, je me permets d'insister là-dessus parce que j'ai pu assister aussi à ça de temps en temps, de façon très ponctuelle. Et j'ai trouvé ça à la fois singulier et très informant pour ailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte technique assez particulier. On n'est pas en train d'élaborer un document de planification, je le disais. On est encore en amont de ça. Il y a un cadre institutionnel qui est exceptionnel. Et donc, ça veut dire que le chemin n'est pas écrit. La méthode pour faire n'est pas écrite. Et ça arrive à un moment où il y a une conscience, alors technique c'est certain, mais aussi partiellement politique, on pourra en reparler, la conscience qu'on est à un moment singulier et donc il va falloir
en passer par des chemins particuliers. Ce travail d'ouverture sur les PACA, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, pour revenir dessus, on a des équipes qui vont amener des visions différentes, non pas sur le même territoire, mais sur des parties du territoire, tout en se croisant sur le cœur de la métropole. Donc voilà, des périmètres qui se recoupent, avec en plus, je veux bien qu'on en parle un peu, un travail technique qui vient aussi objectiver un certain nombre d'enjeux sur la décarbonation, les questions de mobilité, etc. Il y a une ingénierie qui est déployée à ce moment-là pour venir objectiver les faits, qui est, il faut le dire, exceptionnelle. C'est assez rare qu'on puisse faire ça à ces échelles-là, ce qui permet de poser les faits sur la consommation d'espace, sur la décarbonation de la mobilité, etc. Avec quelques surprises. J'aimerais bien qu'on en parle de ça, notamment sur cette question de la consommation d'espace, la capacité d'accueil du territoire dans sa globalité. En tout cas, moi, j'ai été surpris des résultats de l'objectivation de tout ça. Peut-être je peux commencer, puis Ariane complétera. Alors effectivement, c'est quand même un exercice d'une liberté incroyable, c'est-à-dire qu'on a feuille blanche de la part d'un certain nombre d'élus pour nous dire d'aller sur investiguer des horizons, des façons de faire le territoire à 2050. Et puis, on a aussi, Sylvain, tu le mentionnais, des travaux finalement d'objectivation aussi d'un certain nombre de choses. Et tu mentionnais ce qu'on appelle l'étude sur les capacités d'accueil. Et cette étude, finalement, elle permet de répondre à la question. Ariane mentionnait plus 420 000 habitants d'ici 2050. Est-ce qu'aujourd'hui, le territoire est en capacité d'accueillir ses habitants dans ses planifications? Et la réponse est oui. Dans le tissu bâti tel qu'on le connaît, alors c'est évidemment pas à la parcelle, etc., mais en tout cas, on estime que dans les planifications actuelles, dans l'occupation du sol telle qu'elle est prévue aujourd'hui, dans les gabarits actuels, on peut accueillir ces 400 000 habitants supplémentaires, 420 000 habitants supplémentaires, sans avoir besoin d'aller ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation ou d'aller d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. Ça, c'est un premier renseignement. Et il y a une autre étude en parallèle sur la stratégie multimodale. C'est quoi une stratégie de mobilité à l'horizon 2050 pour inciter aussi à accélérer en tout cas des changements de comportement? Comment on travaille sur des logiques d'intermodalité? Comment on travaille aussi sur des logiques de complémentarité d'offres entre des zones qui sont des zones très urbaines? Le centre-ville de Genève, c'est une des zones les plus denses suisses, avec les réseaux de transport en commun, évidemment, qui sont dimensionnés autour de cette qualité-là, et des zones qui sont très rurales sur le Jura, avec des problématiques d'accès à la montagne, des problématiques de topographie, etc. Donc, on a à la fois cet exercice de la feuille blanche sur des réflexions territoriales à l'échelle des PACA, que mentionnait Ariane, et puis cet exercice de très objectivant, finalement, bon, et concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on pourra en être demain? La réflexion sur les capacités d'accueil, elle a suscité de nombreux débats, de nombreux échanges plus ou moins cordiaux, mais elle a eu au moins ce mérite-là, et je pense que c'est un des enseignements aussi de la vision, de ce travail d'élaboration de la vision territoriale transfrontalière, de remettre les choses dans leur contexte, de les objectiver et de se dire, OK, donc ça, c'est ce qu'on a. Comment on fait pour aller ailleurs, pour aller plus loin, pour imaginer autre chose à partir de la réalité de ce territoire? Et j'ajouterais volontiers peut-être encore quelque chose sur les les surprises ou peut-être d'ailleurs aussi les difficultés, tant d'un point de vue du processus et après, des résultats. Enfin, une des surprises pour moi qui était, enfin vraiment qui était une magnifique surprise, c'était, l'engagement et l'énergie qui a été mise, dans le processus, et ça non seulement par les mandataires, mais aussi disons, enfin et pas seulement par la direction de projet, mais j'irais plus globalement, dans
par tous les participants, disons, qui ont été si nombreux lors des ateliers, puisqu'en fait, ces travaux ont été ponctués évidemment de rencontres sous forme d'ateliers, etc., qui nous ont permis d'échanger entre nous, de faire des échanges entre équipes, d'échanger avec le terrain, si j'ose dire. Ça, c'était pour moi vraiment une magnifique surprise. Une surprise aussi, c'était de comprendre à quel point, disons, ce changement de cap qu'on évoquait tout à l'heure nous amenait à des complexités, disons, pour moi inédites. Jamais je me semble avoir dû aborder une question dans le domaine de l'aménagement du territoire avec une telle complexité. Et on sait combien de fois on s'est agacé sur des contradictions qu'on n'arrivait pas à lever durant le processus, avec lesquelles on a dû vivre. Enfin, en même temps, on dit on doit faire avec l'existant et en même temps, on voit que dans la réalité, on fait le contraire. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Ça, c'était pour moi aussi quelque chose d'un fort enseignement. Et ensuite, peut-être d'un point de vue du résultat, mais peut-être on reviendra aussi au contenu, plus au contenu peut-être, mais c'est effectivement disons, l'énorme convergence qu'on a eue très vite, disons, à partir des travaux des équipes, sur l'importance accordée, disons, au vivant. Et c'est là qu'a émergé ce terme socle du vivant. J'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis, peut-être encore aussi dans les surprises, si j'ose dire, il y a un autre aspect, c'est qu'on avait envie de parler d'aménagement du territoire, mais plus le temps avançait, plus on se rendait compte que l'aménagement du territoire ne peut pas être finalement dissocié de mode de vie, d'autres besoins. Et disons, tout à l'heure, on décrivait le territoire du Grand Genève, moi je le décrivais comme un bassin, vie magnifique, etc. Mais il faut bien se rendre compte que les frontières qui sont les nôtres sont des difficultés majeures qui créent des déséquilibres majeurs qui, quelque part, c'est vrai qu'on peut faire une carte sans frontières, on peut la dessiner, mais les frontières sont là. Et disons, durant tout le processus, on s'est bien rendu compte à quel point la vision territoriale devenait une sorte de révélateur d'autres besoins sans lien direct, disons, avec un lien indirect, si j'ose dire, effectivement, avec l'aménagement du territoire, mais des besoins qu'on doit pouvoir prendre en charge. Et c'est un aspect positif, je crois, de la démarche de la vision territoriale, c'est que d'autres chantiers de réflexion plus politiques ont été ouverts par ailleurs. Alors, on va parler de ça, hein, mais Charlotte, je te laisse peut-être revenir sur ces cailloux sur le chemin. Le terme de contradiction, on révèle des contradictions, des tensions, des choix à faire, en fait. Évidemment, ça révèle des contradictions parce que l'exercice est vertigineux, parce que on a beau parler la même langue, finalement, on ne parle pas tout à fait la même langue entre français, genevois et vaudois, parce qu'on a des conceptions de ce qu'on met derrière les termes qui ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'on a des attentes qui ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'on a des fonctionnements institutionnels et politiques qui ne sont pas les mêmes. Et donc, évidemment que cette liberté-là, elle est forcément révélatrice de modes de faire qui sont différents. Pour autant, c'est toujours un exercice très enrichissant. Je pense que ce qu'on peut retenir aussi, Ariane sait que ça n'a pas toujours été facile et qu'on a pu s'engueuler très clairement sur le chemin, mais ça a permis aussi de constituer, de poser un discours commun à l'échelle transfrontalière, mais aussi chez chacun de nos partenaires, chacune de nos institutions, de nos territoires propres finalement, de se dire, mais finalement, on est renvoyé face à nos contradictions. C'est quoi notre posture, c'est quoi notre position? Dans le cas du Genevois français, donc ça a été très clair. On avait des séances de travail politique avec des incompréhensions, des tensions, et ça a forcément obligé à se dire, mais bon, on voit bien qu'on n'est pas d'accord, mais fondamentalement, pourquoi on n'est pas d'accord et de quoi on serait d'accord? Tu peux nous citer des exemples concrets ou des thématiques qui sont concernées? Enfin, j'en ai quelques-unes en tête, mais... Alors, très clairement, sur les capacités d'accueil, ça a été peut-être le premier chantier qui a mis le feu aux poudres. Et après, c'est compliqué parce que ça a cristallisé aussi des tensions qu'on a traînées pendant un moment derrière. Parce qu'il y avait une incompréhension de base sur à la fois l'exercice, à mon avis, l'exercice de la vision territoriale transfrontalière et ce que sont les capacités d'accueil, ce que sont ces chiffres
de population qui sont annoncés, plus 400 ou 420 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2050. En France, quand on fait de la planification, le premier sujet sur lequel les élus se mobilisent, c'est quoi nos ambitions en matière d'accueil démographique? Comment on définit la population que l'on veut accueillir? En Suisse, la logique, elle est un peu inverse, c'est de se dire, de toute façon, la population, elle arrivera selon les scénarios que l'on fait. On est sur des projections démographiques, c'est pas un projet politique, la démographie. Et donc, il y avait déjà cette incompréhension entre, mais pourquoi on part de 420 000 habitants côté français? Nous, on n'en veut pas 420 000, on n'est pas en capacité de les accueillir, on n'a plus assez d'équipements, on n'arrive pas à faire tourner nos services publics, on n'a plus assez de logements, on n'arrive pas à loger nos habitants, les gens qui travaillent et qui ont des salaires en euros. Donc pourquoi 420 000? Et côté suisse, mais pourquoi faire comme si ça n'allait pas être 420 000 et pourquoi ne pas s'organiser pour accueillir ces 420 000? Donc déjà, là, il y avait une première, une première incompréhension. Donc après, il faut déminer, expliquer, montrer, démontrer. Et par exemple, sur les capacités d'accueil, le fait que l'on démontre que même avec 420 000 habitants supplémentaires, en précisant bien que ce n'est pas forcément une volonté politique, un choix ou une ambition d'accueillir ces 420 000 habitants, mais qu'aujourd'hui, le territoire est déjà en mesure de les accueillir dans les tissus existants, ça a permis aussi de faire baisser un peu la tension. Ça a permis aussi aux collectivités de se questionner. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir des habitants? Et donc, on a des collectivités côté français, par exemple, qui ont par la suite lancé une étude de densification dans leur centre urbain, dans leur tissu urbain, pour vérifier ce que voulait dire accueillir plus 2%, plus 3%, plus 1,4% de croissance, 0,74% de croissance, etc. C'est aussi le moment où cette étude, qui est une étude technique et pas politique, qui vient spatialiser la capacité. Est-ce qu'on a la place d'eux met le doigt aussi sur les impasses du modèle de développement du territoire dans sa globalité. C'est-à-dire aussi que si on continue comme on fait aujourd'hui, on a la place d'accueillir 400, voire même plus, 400 000 habitants en plus, plutôt dans des lotissements, dans des territoires isolés, avec une hyperdépendance à la voiture, etc. Et montrer aussi qu'il y a une forme d'impasse à se dire on continue avec le même mode de développement territorial, c'est-à-dire plutôt une périurbanisation distante, tout en parlant de décarbonation des mobilités de l'autre côté. Il y avait un truc qui fonctionne pas. Ça a été objectivé aussi à ce moment-là, avec pour le coup sans doute un regard assez différent quand on est en France ou quand on est en Suisse. Et peut-être pour poursuivre, cette entrée dans le débat par les capacités d'accueil qui a été dommageable à des moments dans la démarche, qui a été compliquée à gérer techniquement et politiquement, je le disais, elle a obligé les territoires, notamment français, à se positionner. Et puis Ariane le mentionnait aussi, à se poser la question de qu'est-ce que c'est que finalement, quelle suite on donne à ça? C'est-à-dire, la question, c'est pas tant de savoir si on accueille 420 000 habitants ou comment on va les accueillir, mais c'est qui est-ce qu'on accueille, quel type de population, quel logement on met en face, etc. Et c'est ces sujets-là qui ont été repris sur la partie française et retravaillés. En parallèle, on a initié l'élaboration d'un SCOT sur un périmètre plus large que ce qu'on a actuellement. Et ça a aussi largement nourri le débat politique à l'échelle transfrontalière avec des sujets qui ont été mis sur la table en disant, en fait, on ne peut pas simplement réfléchir en termes de planification spatiale, mais on doit réfléchir aussi aux conséquences sociales, sociétales de notre vision et travailler aussi à trouver des solutions à ces sujets-là qui sont liés finalement à la métropolisation autour d'une métropole et des équilibres centre-périphérie qui sont en plus accentués dans une métropole transfrontalière. On passe d'un document technique à une vraie stratégie politique. Ariane, peut-être tu as sans doute à la fois des réactions, des réflexions, des compléments là-dessus. Peut-être qu'on peut aussi, que tu peux prendre la main, ou en tout cas commencer sur quoi on atterrit, et notamment les éléments saillants, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce document. Oui, très volontiers. La première chose que je dirais, c'est que la vision territoriale, elle a effectivement été révélatrice et de très nombreuses questions, de déséquilibre, je le disais tout à l'heure.
elle a aussi servi, et disons mon espoir, c'est vraiment qu'elle puisse continuer à servir à ça, c'est finalement d'être un moyen, disons, pour continuer à se parler, à dialoguer, à continuer à chercher des solutions. Parce que la vision territoriale, je le disais encore, elle donne un cap, elle présente des modes d'action possibles, elle présente des principes. Les appliquer, les rendre réalité, c'est une autre chose, et ça va prendre du temps sur certains aspects, et ça peut se faire finalement dès à présent sur d'autres aspects. Enfin, c'est un engagement, un dialogue, je dirais, avant tout. Et pour en venir, disons, à l'essence peut-être de ce que nous dit la vision territoriale, je crois que le premier point, effectivement, c'est qu'elle nous rappelle à quel point, disons, l'homme est dépendant de l'environnement dans lequel il vit, c'est-à-dire vraiment au sens, que disons, sa vie sur Terre finalement est dépendante, disons, d'un environnement qui puisse rester sain. Sa manière d'utiliser les ressources dans cet environnement doit rester dans un équilibre, faute de quoi, progressivement, on détruit notre environnement, et on détruit finalement notre environnement de vie, si j'ose dire. Donc, à partir de là, le premier élément qui est ressorti comme un élément fondateur, si j'ose dire, de la vision territoriale, c'est l'importance à accorder à ce qu'on appelle le socle du vivant. Donc, c'est en quelque sorte cette, de manière très simple, cette couche de terre avec les écosystèmes naturels qui rend la vie sur Terre possible. Et puis, ce socle du vivant, il n'existe pas seulement en dehors des villes, mais évidemment, il est aussi présent dans la ville. Dans la ville, la nature doit aussi avoir sa place, l'eau doit pouvoir s'écouler également, les arbres doivent pouvoir pousser également. Donc, disons, même les écosystèmes naturels dans les territoires urbains doivent, dans la mesure du possible, continuer à exister, ou alors, effectivement, même être réparés, si j'ose dire, reconnectés là où on a fait du mal, disons, à ces écosystèmes. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect, ça a beaucoup à voir aussi avec l'aspect mobilité que Charlotte évoquait. C'est finalement l'autre grand enjeu, finalement, sur lequel la VTT s'exprime ensuite très clairement, c'est réussir à limiter nos besoins en termes de déplacement. Donc là, on s'adresse à la question du modèle de ville. Et si je veux dire, disons, comme ce qui sous-tend la vision territoriale, c'est ce modèle de la ville des courtes distances, de Carlos Moreno, qui nous l'explique de manière, je dirais, très belle. Donc, on sait que, disons, ce qu'a fait l'urbanisme du siècle passé avec la séparation des fonctions, aujourd'hui, on doit absolument réussir à sortir de ce modèle qui avait des avantages et qui répondait peut-être à un contexte il y a 100 ans, mais qui ne peut plus être notre modèle. C'est-à-dire, c'est dans la proximité, finalement, qu'on doit réussir à trouver au quotidien et répondre à les besoins qu'on a besoin, au quotidien pour vivre. C'est-à-dire, c'est trouver des villes, refaire de la ville comme on la connaissait, jusqu'à, je dirais, à la fin du 19e siècle. C'est une ville dans laquelle on habite, on travaille, on peut consommer, et on va trouver des espaces de loisirs. Donc, c'est le modèle de la ville des courtes distances, je pense qu'il y a un autre pilier de la vision territoriale. Et puis après, le dernier point que j'aimerais aborder, souligner, c'est le principe de faire avec l'existant, avec le déjà là. Donc, d'éviter. Et disons, c'est peut-être les deux premiers principes que j'évoquais qui nous permettent d'arriver, disons, dans un mode de faire qui fait avec l'existant. Faire avec l'existant, c'est-à-dire une infrastructure aujourd'hui qui n'existe que pour la voiture, peut très bien, demain, aussi être là pour la mobilité douce, pour les piétons. Elle peut aussi avoir des qualités d'espace public, des arbres, des espaces verts. Donc, le bâtiment, plutôt que de jeter un bâtiment et de reconstruire, on peut très bien augmenter les constructions qui sont déjà là, faire avec ces constructions, et là aussi, par ce biais, en fait, être infiniment plus économe en termes de ressources. Ce qui est pas, je me permets de souligner la hauteur de la marche. Arriver à dire ça après un processus approfondi, technique et politique. Il me semble, Ariane, que c'est toi que j'avais entendu dire donc devant l'Assemblée, le collectif qui travaillait ça là-dessus, sur la décarbonation de la mobilité, de souligner la complexité avec une forme de vertige qui était, on ne sait pas comment on va y arriver. Parce qu'il y a une rupture avec un modèle, on le disait, qui est quand même fondé sur des formes d'étalement urbain importants, notamment du côté français, et puis une forme de répartition
l'emploi d'un côté, le logement de l'autre, qui induit des mobilités du quotidien qui sont par nature carbonées, c'est-à-dire c'est la voiture, quoi. Hein, donc ça là-dessus, ça veut dire à la fois arrêter l'étalement urbain d'un côté, repenser, comme tu le disais, la proximité et donc aussi des modes de transport lourd qui sont associés, et aussi densifier sur l'existant, alors qu'on a un certain nombre de tissus urbains aujourd'hui, notamment du côté suisse, sur lequel cette dynamique-là n'est pas du tout engagée. Hein. Donc il y a des formes de bouleversement importants qui sont initiés par tout ça. Mais en tout cas, moi je voulais souligner quand même que dans le processus, c'était un processus conscient, c'est pas des... Il y a eu tout un cheminement pour comprendre la nécessité de tout ça, réaliser et prendre conscience d'eux. Moi, j'ai eu la sensation de voir évoluer aussi les élus mobilisés là-dessus. La sensation que c'est un processus personnel aussi pour les uns et les autres, techniciens et élus, au-delà d'un processus collectif, technique de dialogue. Je ne sais pas, que peut-être Charlotte et Ariane, sur ce point-là. Effectivement, peut-être... je pense que l'élaboration de cette vision, elle a été riche d'enseignements politiques, techniques, transfrontaliers. Et je me souviens d'une fois où on était en train de travailler avec Ariane et puis les autres collègues de la direction de projet sur la VTT. Et où en fait j'étais frustrée en disant mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec la vision territoriale transfrontalière, moi j'ai pas été formée pour faire ça. Moi j'ai fait un institut d'urbanisme, mais le métier qu'on m'a appris et le métier que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas le métier dont on aura besoin demain pour mettre en œuvre cette vision territoriale transfrontalière, parce que la vision territoriale transfrontalière, pour la mettre en œuvre, ça passera sûrement pas par une ZAC ou un dispositif de ce type, mais ça passera par une intervention d'acupuncture urbaine sur un bâtiment parce qu'il y a une opportunité, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce vertige-là de se dire on se dote d'une vision qui est ambitieuse, qui est vertueuse à tout point de vue, mais aujourd'hui, en fait, moi, à titre personnel, professionnel personnel, je me sens très dépourvue des compétences en fait pour contribuer à aller vers cette vision qu'on appelle tous de nos voeux. Et ça pose la question des outils et des moyens d'action. Et ça, c'est un des sujets des suites de la VTT. Comment on s'outille en fait? Qu'est-ce qu'on construit pour aller plus loin et pouvoir atteindre cette vision? Moi, j'ajouterais à ça, tu l'as dit aussi, mais personnellement, je pense que j'ai été transformée durant ce processus et je crois que je suis pas la seule. Enfin, je l'ai déjà dit, je suis plus la même maintenant qu'avant. Et par contre, si j'ose dire, j'ai le sentiment que ce que nous offre cette vision est extraordinairement passionnant et plein de possibles. Donc, plein de possibles et plein de créativité aussi. J'ai par ailleurs la chance aussi d'enseigner et de travailler ici à d'autres échelles territoriales. Donc, je travaille pas seulement à la grande échelle, mais aussi sur des planifications de quartiers, etc. Et dans l'enseignement, j'ai pu aller jusqu'à l'échelle architecturale avec les étudiants. Et finalement, ce que j'observe, si j'ose dire, c'est cette ville qui, oui, se densifie, mais surtout, avant tout, s'intensifie, s'intensifie, si j'ose dire, qui peut être une ville plus animée, plus animée 24 heures sur 24 et peut-être quand même aussi tranquille là où on veut dormir, mais qui a ses qualités, disons, qu'on aime dans les villes, celle de la rencontre de l'autre, de l'animation, du collectif, que tout ça, c'est tellement possible. Et disons, cette contrainte que, disons, si on sait en faire une contrainte, disons, cette idée de ne pas continuer à s'étaler, mais de revenir sur les territoires, disons, et on sait sur quel territoire il y a de la marge de manœuvre pour faire mieux, on les connaît exactement, et la vision territoriale met les doigts sur ces territoires. Le périurbain qui est souvent trop monofonctionnel, trop de place pour la voiture, parce que la voiture est tellement importante. Si vous êtes capable de transformer ce type de territoire dans des quartiers de proximité, si j'ose dire, vous pouvez changer les conditions de vie de manière,
tellement positive, c'est tellement désirable, disons, ce qui est possible, ce que vise cette vision territoriale. Donc pour moi, c'est complètement enthousiasmant et je pense que ça peut vraiment, je dis parfois que je crois que ça nous ouvre une nouvelle ère de l'urbanisme. Une nouvelle ère de l'urbanisme. On réécrit, on a ouvert une nouvelle page dans le livre de l'urbanisme. On a définitivement quitté la ville moderne avec la séparation des fonctions. Si on suit, disons, les principes pour lesquels plaide la vision territoriale. Moi, j'ai l'impression que ce détour prospectif-là, il laisse des traces dans le dialogue collectif. Il laisse Des traumatismes aussi. Hein. Il laisse un document, ouais. On en passe nécessairement par une forme de vertige, hein, parce qu'on on met les choses bout à bout et on voit bien qu'il y a un certain nombre d'impasses, etc. Mais il amène deux choses, un processus personnel aussi de transformation, et puis quelque part, on en passe sans doute par le trou ou la difficulté du vertige, mais pour voir ce que tu viens de dire extrêmement bien, Ariane, en quoi est-ce que ces transformations sont aussi de magnifiques opportunités de faire simplement une ville qui vaut le coup d'être vécue, hein. Les transformations à mener vont toutes du côté de la qualité de vie, de l'accueil du vivant, etc., etc. Donc oui, il y a des transformations à mener. Oui, en effet, Charlotte, les mener est un challenge et on n'est peut-être pas formé pour faire. Il y a des questions d'outils, de formation, mais ça passe aussi par cette prise de conscience. Et je trouve qu'à un moment, se dire que ce processus politique, technique, de dialogue à une échelle large, qui est un processus lourd, hein, qui est un travail de fond qui a été réalisé, c'est aussi un travail de transformation des personnes qui le mènent. Hein, transformation personnelle, et peut-être qu'on a besoin de ça avant tout, de commencer par ça. D'où l'intérêt d'avoir des démarches prospectives de ce type-là, des démarches de débat collectif, éclairées par la technique, mais associant à la fois citoyens, politiques, etc., dans d'autres territoires que ce Grand Genève. Il y a un contexte particulier, la capacité à faire. Il y a quelques autres territoires qui se sont lancés là-dessus. Vous qui sortez, on a bien compris que c'était pas fini, en tout cas qui avait marqué un point final à ce document, mais qui ouvre beaucoup de choses. Est-ce que vous avez, je sais pas, un ou deux conseils de choses à faire ou à pas faire pour des territoires qui voudraient se lancer sur un tel chemin? Un truc que vous ne referiez pas, par exemple? Non, moi je dirais faut y aller avec plaisir, avec le plus grand nombre de personnes. Penser que le processus est aussi important que le résultat et que le résultat ne peut pas être le résultat final, mais que le début de la suite, si j'ose dire. Et le faire effectivement avec disons, si on reste à un niveau stratégique comme celui-ci, qu'on n'est pas dans un document de planification, c'est vraiment oser ouvrir, oser aussi concevoir différemment les choses que ce qu'on a appris à le faire jusqu'à présent. Si je peux compléter, je pense que le gage de la réussite, alors je ne sais pas si on a réussi la vision territoriale transfrontalière, je ne sais pas si on peut réussir cet exercice en fait, mais je pense qu'en tout cas, un des gages de réussite ou de facilitation, c'est le croisement des échelles, des acteurs, des thématiques, le croisement des publics aussi, les techniciens, les élus. On a peu parlé de la population, mais il y avait aussi toute une démarche de concertation associée à ça. Et l'agilité, la capacité à s'adapter, à adapter le projet au fur et à mesure de la démarche. On a dû le faire, on l'a fait sur des formats de réunion, on l'a fait avec aussi les mandataires, etc. Et cette souplesse-là, il faut, à mon avis, se donner les moyens de l'avoir et de l'entretenir tout au long du projet avec une gouvernance qui le permette, en fait. Une gouvernance technique et politique qui puisse le permettre. Oui, donc pour élargir, j'entends qu'on doit aussi ne pas chercher à faire un document de planification. On est bien sur une vision, il faut rester là pour avoir une forme de liberté de méthodo. C'est un voyage, donc la destination est aussi importante que le voyage lui-même, hein. Voilà. Si on se dit que c'est aussi un processus de transformation, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on garde des vraies marges de liberté d'initiative dans la méthode. Ça fait beaucoup, ça change pas mal les habitudes. Il faut accepter aussi, pardon, je me permets de te couper, il faut accepter aussi, et que les élus acceptent aussi, que c'est une mise en danger. Parce que ça re-questionne
tout un tas de sujets, des façons de faire, etc. Et donc, en fait, une fois que le danger, il est accepté en tant que tel, bah, c'est grisant le danger, c'est monter sur les montagnes russes, en fait. Alors elles sont pas russes là pour le coup, hein, Elles sont pas russes. elles sont alpines, mais en effet, voilà, si on veut profiter du voyage, aller au sommet, il faut accepter parfois d'avoir le vertige. Peut-être pour conclure, Charlotte, Ariane, est-ce que vous avez un conseil de lecture ou autre en guise d'ouverture ou pour les auditeurs? Peut-être Ariane pour commencer? Voilà, donc c'est pas une lecture, proprement dite d'aujourd'hui, mais c'est une lecture, qui m'accompagne, ou plutôt un livre qui m'accompagne depuis, très, très longtemps. Je dirais même depuis, le temps de mes études, parce que c'est un livre qui a été, écrit par, Luigi Snozzi, qui est un architecte tessinois qui a très peu construit et énormément enseigné. C'est un architecte qui a, je crois, toujours n'a jamais osé passer à l'échelle de l'architecture s'il n'y a pas une compréhension profonde du territoire. Donc la compréhension du territoire précède tout acte de construire. Et le livre qu'il a écrit, en fait, qui contient principalement des aphorismes, le livre s'appelle Projeter pour la ville. On mettra les références détaillées dans les commentaires du podcast. Et Charlotte? Oui, peut-être, moi, des amis m'ont offert un livre de Juliette Rousseau qui s'appelle, Pecknold, et ça parle, de la ruralité, de ce que c'est que d'être une femme dans la ruralité. Ça parle de territoire et finalement c'est un peu pompeux peut-être de le dire comme ça, mais c'est habiter et être habité le territoire quelque part. Par le territoire, habiter le territoire et être habité par le territoire. C'est très court, c'est d'une poésie incroyable et c'est super, il faut le lire. Bon, ben on lira tout ça. Charlotte Le Gouic, Ariane Widmer, merci beaucoup pour cet échange et la liberté que vous prenez aussi de nous raconter comment ça s'est passé. De ce que je comprends, ça ne s'arrête pas là, hein, et c'est plutôt le début d'autres voyages en tout cas. Donc on sera sans doute amené à reparler de tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.